moi, je trouve ça très motivant. Le matin, quand je me lève et que je vais dehors, c'est comme un choc électrique. C'est OK, go, il faut que je m'active, il faut que je fasse des choses. Là, ça va. Je m'appelle Mylène Saint-Sauveur. Nordique vous fait découvrir des lieux de la planète où l'hiver est roi. Je parcours le monde pour documenter cette saison en plein bouleversement. Aujourd'hui, je suis à Ivalo, en Finlande, le pays scandinave le plus froid. En mars, dans la région la plus septentrionale du pays, qu'on appelle la Laponie, on est encore en plein hiver. Ici, la météo est extrême. La température l'été peut dépasser 30 degrés Celsius et l'hiver descendre à moins 50 degrés Celsius. Je rencontre Laetitia, originaire de la Belgique, qui a choisi cette contrée au nord du cercle arctique pour fonder sa famille et opérer une petite entreprise de chiens de traîneau. Ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Ça va, merci. Oui. On va recevoir ici. Que c'est paisible. Vraiment. Incroyable. Ouais. On a trouvé une belle place ici. Calme, pas de bruit, juste nous et les chiens. Vraiment. Et la nature. Et la nature, vraiment. Ouais. C'est ce qu'on voulait. On est sur un terrain de 13 hectares, à 300 km au nord du cercle polaire, donc à 300 km de Rovaniemi, la ville du Père Noël, en pleine zone arctique. Là. On est vraiment en pleine nature, au milieu des bois, comme on rêvait de vivre. La Laponie, c'est un immense territoire où la nature sauvage est vraiment présente. Les rennes se déplacent par milliers. Ici, il y a beaucoup plus de rennes que d'habitants, par exemple. Plus de rennes que d'habitants. Vraiment, c'est assez rigolo. Ah ouais, fait que c'est vraiment l'endroit du Père Noël. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, et c'est vraiment ce quand on appelle l'appel du Grand Nord, les contrées sauvages qu'on imagine souvent quand on est enfant ou autre, c'est là. La Laponie, elle représente 30% du territoire finlandais, mais seulement 4% de la population. C'est un immense territoire qui va comprendre la Norvège, la Suède, la Finlande ainsi que la Sibérie. On va avoir vraiment un autre type de végétation, un autre climat du coup, qui est beaucoup plus froid, mais qui est complètement différent aussi l'été. La Laponie, c'est le Grand Nord, on est au nord du cercle polaire. C'est un écosystème, tout simplement. Le Grand Nord m'a toujours attiré, la neige, le froid, les habitants qui y vivaient, la faune qui y vivait. Je veux dire, un jour je vivrai là-bas, c'est sûr. Et pourquoi le Grand Nord? Quand il fait froid, tu es beaucoup plus vivant, tu sais ta place. Et parce que c'est tellement un milieu hostile, la Laponie aussi. C'est vraiment un milieu rustique. Tu dois faire ta place. Si tu ne fais pas ta place, en quelque sorte, la nature, elle te mange, en quelque sorte. Et tu prends conscience vraiment de toi-même, de ton corps, de ta place sur Terre. On est vraiment au milieu des bois et on a un chenil, on a des chiens de traîneau, on a 34 chiens en tout. Donc l'ambiance est un peu ça, les hurlements de nos chiens le soir ou le matin et les aboiements quand c'est l'heure des sorties, etc. Et pour toi, c'est difficile de vivre dans les bois parce que je vois ici, c'est la résidence principale. Oui. Mais là-dedans, t'as pas l'électricité du tout? Non, du tout. On n'a ni eau courante, ni électricité ici. C'est un autre mode de vie, c'est un mode de vie vraiment atypique et authentique. Mais on a après des alternatives qui nous montrent comment on peut vivre sans électricité et sans eau courante. Je suis vraiment curieuse, est-ce que je peux aller voir? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bienvenue chez moi. Donc la maison elle a été construite l'été dernier. Elle est en bois, tout simplement. C'est une maison en kit qu'on a commandée, qu'on a ensuite montée par nous-mêmes. Et en fait, on est 4, mon conjoint et mes 2 enfants, à vivre ici.
Pour se chauffer, on a fait l'espèce de poêle de masse. Il y a plusieurs tuyaux qui font un petit peu en L et qui reviennent des allers-retours comme ça jusqu'à sortir dehors. La chaleur en fait est propulsée à travers les tuyaux. Et les tuyaux vont chauffer en fait la masse. C'est pour ça qu'on appelle ça un poêle de masse. Les briques vont chauffer, tu vois, c'est un petit peu chaud ici. C'est ce qui va permettre d'avoir la chaleur beaucoup plus longtemps dans la maison, ce qui est vraiment important quand il fait froid. Et du coup, on n'a pas l'eau courante non plus. On a un puits, donc on va aller chercher l'eau trop qu'on va mettre dans des bidons. Et si je veux de l'eau chaude, ça va chauffer mon eau. La gazinière, je vais vraiment l'utiliser en cas d'urgence, vraiment, ou si je suis pressée d'avoir de l'eau chaude tout de suite, par exemple. En fait, ici en Finlande, on a beaucoup de chance, c'est que l'eau, qu'elle vienne de rivières, des lacs, etc., elle est potable. Mais ça prend tellement d'organisation, surtout l'hiver, là, pour arriver à faire chauffer l'eau, puis c'est quand même beaucoup de travail. C'est du travail, c'est de l'organisation, c'est de l'anticipation. C'est vraiment ça le mot. C'est que il peut arriver n'importe quoi dehors, il peut faire moins 30, il peut faire un gros blizzard qui va rendre beaucoup plus difficile le travail dehors au quotidien. Donc du coup, voilà, on va savoir un petit peu anticiper. Donc je sais que je vais avoir besoin de l'eau, il faut que je le prévoie. C'est sûr, c'est physique, ça demande beaucoup d'énergie. On se rend compte qu'on n'a pas besoin de consommer autant d'eau, on fait attention parce qu'on sait d'où elle vient. Donc on est beaucoup plus attentif à ce genre de choses en fait. Et tous ces petits gestes deviennent précieux. C'est important justement pour toi d'être en communion avec ton environnement? Aujourd'hui, la nature est quelque chose qui est de plus en plus précieux et de plus en plus fragile. Si on n'a plus cette nature-là, je ne sais même pas ce qu'on deviendrait. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a choisi ce mode de vie-là, c'est pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a réellement besoin. Combien de chiens vous avez ici? Donc en tout, on a 34 chiens. Ce sont des chiens de Taimyr. C'est une race primitive. En fait, elle est originaire de l'Est de la Sibérie. Et sur mes 34 chiens, j'ai vraiment 34 chiens différents, avec des comportements complètement différents. C'est vraiment le côté primitif, le fait qu'il n'y a pas eu de sélection génétique. Ils ont des caractères entiers et c'est ça qui permet qu'on ait ces comportements complètement différents. On leur apporte une éducation qui est juste, mais aussi sans stress, au calme. Une relation de confiance aussi, puisqu'on part en pleine toundra ou en pleine taïga avec eux. Donc il n'y a pas de motoneige devant notre attelage là. C'est vraiment juste nous et les chiens. Donc on a besoin d'établir cette confiance. Et pour établir ce lien de confiance, il faut qu'on ait du temps avec eux. Et pour ça, il ne faut pas en avoir 100 ou 150. Dans cette région de la Laponie, l'hiver débute dès octobre. La neige est abondante, mais à cause du froid, c'est une neige sèche et légère, ce qui rend les déplacements plus faciles. Car hiver comme été, Laetitia doit aller chercher de l'eau dans un puits à l'autre bout du terrain. On a la planche ici pour protéger de ce qui peut tomber de l'extérieur. Qui a environ 4-5 mètres de profondeur. OK. Et on casse. Est-ce que je peux essayer? Oui, bien sûr. Comment ça se Et détache? après, on l'enlève en fait. Ouais, super. OK, donc là, je vois qu'il y a quand même deux gros morceaux. Là, c'est bon. Je sors ça. Et puis après, donc, on va prendre le seau. Donc, c'est vraiment à l'ancienne. Une fois qu'il est bien rempli. Hop. Et après, on enlève. Pause. Parfait, merci. À quelle fréquence tu viens chercher ton eau? Assez régulièrement, au moins tous les 2-3 jours, selon comment on consomme. Je me fais des bras. Est-ce que cette eau-là, c'est juste pour votre consommation personnelle? Oui, par exemple, nous, vu qu'on est 4, on va remplir environ 4 bidons d'environ 20 litres pour vraiment que ça nous dure toute la semaine pour éviter de revenir tous les jours à aller chercher de l'eau. Après, on doit remplir un bidon pour chaque habitation que nous avons ici. Donc, on a 2 yourtes et on a une quota, ou ce qui est notre cuisine salle à manger en fait. Donc là aussi, on a besoin d'eau. Ça fait 4 bidons en plus de 20 litres à remplir pour chaque habitation pour que chacun soit autonome et ait son propre bidon d'eau potable. Parce qu'il y a d'autres gens qui habitent ici sur le site avec vous. À vivre à l'année, nous sommes vraiment que tous les 4. Après, nous avons régulièrement l'été des volontaires ou l'hiver des personnes qui veulent venir apprendre le métier du chien de traîneau ou apprendre à vivre dans le grand froid. Donc du coup, il faut loger ces personnes-là et du coup, ils participent aussi à aller chercher leur eau, à aller couper du bois, etc. Il y a un bel avantage quand même avec l'hiver, c'est que
ça glisse beaucoup mieux dans un traîneau. C'est vraiment le gros avantage de l'hiver, c'est plus facile. Alors que l'été, on va mettre ça dans des brouettes. Donc là, ça va être un petit peu plus physique au niveau des bras et aller jusqu'au bâtiment. Ouais. Facile, finalement. Dans les descentes, oui. Laetitia m'amène rencontrer son conjoint, Augustin. Je vais conduire pour la première fois mon propre traîneau à chien. En tant que guide, il amène avec lui des gens qui veulent vivre une expérience en complète autonomie dans la nature pendant quelques jours. Et pour dormir, ils font un bivouac, c'est-à-dire un campement où ils dorment à la belle étoile. Mylène, mon conjoint. Allô, ça va? Augustin, ouais, bien, toi, bienvenue. Pourquoi t'as fait un tour? Je suis prête, j'ai hâte. En tout cas, bravo hein, sur ta conduite, pas mal. Ouais. Comme vous dites au Québec, là, en bon québécois, well done. Hein. Alors souvent, après quelques heures donc, de navigation, on installe le bivouac. Même s'il fait moins 30, on peut dormir dehors. Il y a des petites techniques qu'il faut assimiler, mais tout simplement parce qu'on dort très très bien dehors. Beaucoup mieux que dans une tente où on va avoir beaucoup plus d'humidité. Dormir en bivouac nous permet de vivre sous des milliers d'étoiles, quoi. Et c'est la peau de quel animal? Du renne. Du renne? Ouais. Ben oui. On est en Finlande, c'est sûr. C'est ça. Pourquoi on utilise davantage la peau de cet animal-là comme isolant? Chaque petit poil, c'est tubulaire. Du coup, ça enferme l'air. Et en fait, c'est l'air qui t'isole dans tes vêtements. Ce que tu cherches, c'est toujours à emprisonner de l'air. C'est une adaptation qu'en général ont la faune nordique. Les ours blancs, c'est pareil. Tous leurs poils des ours blancs ont ce poil tubulaire qui leur permet à ce que l'air rentre et permet d'isoler vraiment tout le corps. Ce genre d'activité-là, c'est vraiment votre quotidien? Ouais, c'est notre quotidien hivernal, principalement. Vraiment. En fait, on est tout le temps autour d'un feu chez nous. On n'a pas l'électricité ni l'eau courante, donc c'est notre moyen de cuisson, c'est aussi notre moyen de chaleur. Donc du coup, ouais, le feu, c'est sacré, quoi. C'est audacieux quand même d'avoir choisi ce mode de vie-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rendre comme ça en complète nature dans un pays qui n'est pas le vôtre? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette vie-là et surtout avec des enfants? Bah, ce choix de vie, il a commencé avant les enfants. Oui. Ça part d'un mal-être en société. On trouve pas notre place. Est-ce qu'il faut avoir le dernier iPhone qui vient de sortir ou est-ce qu'il faut avoir de quoi se nourrir, de quoi se loger, de quoi se vêtir? Donc nous, ça a été pendant un long moment une grosse réflexion de se dire les clés du bonheur pour nous, qu'est-ce qu'elles sont, quoi. Mais d'un côté, vous auriez pu revenir à l'essentiel aussi dans le soleil du Mexique à 35 degrés. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici en Laponie à des températures des fois qui frôlent le moins 40? Ici, on a vraiment les grands espaces. C'est ce qu'on recherchait vraiment. Ces grands espaces nous apportent notre liberté. Et la liberté, pour nous, c'est vraiment une valeur qui est importante. Puis, on a toujours été attirés par le froid. Le froid et donc le froid et les grands espaces, ça allait ensemble. Donc du coup, c'est là qu'on a toujours été tourné vers les pays nordiques, toujours. Et il y a un truc qui est magique en Arctique, c'est que nous, on est passionnés du voyage, on aime ça voyager. Mais ici, on a 4 saisons vraiment très intenses et on a tout le temps l'impression d'être dans un pays différent, que ce soit en hiver, en été, en automne ou au printemps. Et donc du coup, en restant à la même place, on voyage, quoi. Est-ce que tu veux goûter les petites saucisses? Ben oui, au feu de bois. Merci beaucoup. Bon ben, à la vôtre. Ouais. Ça fait du bien. Après le sport, c'est pas mal, hein. Faut des protéines, du gras. Ouais, c'est ça. Bah, le gras, l'hiver, c'est l'essentiel, là, c'est la vie, là. Mais bien manger, bien s'hydrater, ça aussi, c'est un facteur hyper important pour avoir chaud tout le temps. Le froid, c'est impardonnable. C'est-à-dire que la moindre erreur, tu la payes.
Tu laisses ta paire de gants par terre, l'humidité ça va geler, tu te retrouves les mains nues, tu vas avoir des engelures. Donc ça veut dire qu'il faut être meilleur chaque jour, se donner à fond, et puis rester humble devant la nature, parce qu'elle est là pour te rappeler qu'au final t'es qu'un petit pion, que t'es que de passage, mais qu'elle fera ce qu'elle veut de toi. Donc du coup voilà, c'est vraiment ce côté, se dire, se surpasser, être toujours à fond. Et ça, c'est gratifiant pour nous, parce qu'en fait, au final, le milieu polaire me permet d'être, à mon sens en tout cas, une meilleure personne. Le feu de camp, les saucisses, je peux très bien comprendre, mais pourquoi avoir envie de dormir dehors dans la neige quand il fait si froid? En fait, tu vas voir, on est super bien dans ce sac de couchage. Puis la magie de la Laponie, c'est surtout ses lumières, où le ciel étoilé, les aurores boréales et la lune. T'en profites quand t'as rien au-dessus de la tête. Augustin me démontre comment on doit procéder pour dormir à la Belle Étoile et éviter d'avoir froid. Mais juste pour le temps d'une sieste. Donc là, on a nos sacs de couchage qui sont ici, on a nos petites chapkas. C'est quoi une chapka? Une chapka, c'est le bonnet c'est le bonnet de fourrure, là. La tuque de fourrure. Qui est aussi un casque à poil, comme vous dites. Un casque à poil? Ouais, donc là, c'est phoque du Groenland et puis du renard polaire. Donc on laisse tout ça là pour le moment. La première étape, ça va être de s'installer, se positionner avec nos podrennes. OK. Donc ça veut dire que la partie la plus large, elle va couvrir tes épaules et descendre au moins jusqu'aux genoux. Ça, c'est la seule partie qui est très importante à isoler. Pourquoi? Parce que les organes vitaux... Parce que les organes vitaux sont à cet endroit-là, OK. et puis que le reste, on s'en fiche un petit peu, dans le sens, pas dans le sens que c'est pas vital, mais dans le sens qu'en fait, une fois que ça c'est bien isolé, que ton tronc est bien isolé, le reste du sang va circuler bien chaud et il n'y aura pas de souci. OK. On met une podrenne, l'important c'est de s'isoler de la neige. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la neige déjà c'est un isolant. On est protégé du sol. Le froid il va toujours en plus bas, donc sous la neige c'est plus froid qu'au-dessus. Hop. Là je vais mettre de ce côté-ci donc. Voilà, comme ça on va mettre nos têtes vers le devant ici. Hop. Hop. Voilà, n'hésite pas à la mettre bien loin. Et ensuite on va faire le saut de l'ange. Tu te mets dans cette position là. OK. Hop, on écarte les bras et tu te laisses tomber droite. Ah. Là maintenant tu vas faire des petits roulis sur le côté. J'avoue que c'est Ça te plaît là? c'est vraiment bien là. Alors une fois que t'es bien, on se relève et on va chercher la suite. Si tu rentres froid dans ton sac de couchage, que tu as déjà froid, tu vas mettre énormément de temps à te réchauffer, voire pas du tout pendant la nuit. Pourtant, tu auras un sac de couchage certifié moins 40, moins 50 degrés, on s'en fout. C'est pas ça l'idée, c'est de rentrer chaud. C'est rentrer chaud, c'est rentrer sec. Ça veut dire qu'on se change avant de se mettre dans son sac de couchage. Si tu as transpiré, et ça va faire un pont thermique à travers ton sac de couchage, tu vas avoir froid. Donc ce que tu veux, c'est être sec et chaud. Et tu rentres dans ton sac de couchage, et après tu dors bien et tu regardes les aurores boréales. Ah, c'est confortable. C'est bien, hein? Ah oui. Bien dedans, c'est tout doux. Hein? Je te pose tes moufles à côté de toi pour ta tête. Hop, OK. Vas-y, enlève tes bottes. OK. Et on vient juste les emboîter l'une dans l'autre. S'il neige, s'il y a du vent ou quoi que ce soit cette nuit, tu n'as pas envie que ça s'infiltre. Donc là, tu es toute sèche, tu peux rentrer dans ton sac de couchage. Toi, tu te déshabilles complètement. Bah ouais. Pourquoi? Il fait bien chaud à cette saison. Là. Puis moi, j'ai pas envie de transpirer dans mon sac de couchage. Et d'être complètement humide, donc toi, tu y vas complètement... C'est ça, moi j'y vais franco. C'est à cette vie-là que tu rêvais? Ouais, c'est pas mal la vie que je rêvais. Disons que je pense qu'on n'a qu'une seule vie, faut vivre la vie à fond, faut vivre ses rêves. Vivre ça en solo, pour moi, tu manques quelque chose. Ce qui est beau dans une aventure, dans une vie, c'est de pouvoir la partager. Du coup, j'ai cette chance-là, moi, avec Laetitia et les enfants. Donc, plus tu transmets ta passion de l'hiver, plus tu transmets ta passion de la nature, puis surtout le respect aux autres. Puis... Ouais, puis plus je me sens vivant aussi. Puis vivant et chanceux, parce que je trouve qu'on est chanceux. Merci d'avoir fait une petite place. Je vais m'installer moi aussi. Ah ben là, c'est le bonheur. Là, c'est le rêve. Ouais, là, je suis pas mal. Je suis pas mal. Laetitia
Jessica m'emmène voir Maria, une Finlandaise d'origine qui a toujours vécu à Ivalo. Elle habite même encore dans la maison de son enfance. Et elle me fait rencontrer également une amie à elle, une infirmière qui s'appelle Anu. Avec Maria et Anu, ce matin, on partage un petit déjeuner typiquement finlandais. Et avec elle, j'en apprends davantage sur la relation qu'entretiennent les Finlandais avec l'hiver. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans mon pays des merveilles, en hiver. C'est l'heure du café. Kiitos. Thank you so much. Wow. Le saumon fait vraiment partie de l'alimentation des Finlandais? Oui, c'est fabriqué localement. Et là, vous avez de la viande de renne. Et aussi, il y a du poisson dans ces pâtisseries. À quoi ressemblent les hivers ici? L'hiver est très, très long ici. Ça commence en septembre ou octobre et ça va jusqu'au mois de mai. Oui, il fait froid, très froid. Le mercure peut descendre à moins 40. Les premières neiges arrivent avant le mois de décembre, puis commence une saison très froide où il y a très peu de lumière. Parce qu'en Finlande, on a ce qu'on appelle les nuits polaires. Oui, le soleil ne monte pas du tout au-dessus de l'horizon, donc il fait noir. Ce qui se passe, c'est que c'est le soleil qui ne se lève plus du tout. Il n'y a plus de lever, il n'y a plus de coucher du soleil. Tout simplement parce que par rapport à la rotation de la Terre, on n'a plus la vision du soleil à notre emplacement. Et c'est ça qui va créer donc, cette nuit polaire. Donc alors, c'est pas un noir tout le temps. On a quand même 2-3 heures de jour. Mais après, on va avoir une certaine lumière qui va être bleutée. Un petit peu comme si c'était l'aube. Ça doit être difficile, 2 mois, pas de soleil. Oh oui, ça a beaucoup d'effets sur les gens. Il y en a beaucoup qui ressentent une grande fatigue. Les réactions chimiques du cerveau sont affectées. Et de là, c'est tout le corps qui ressent les effets. Le bien-être des gens est affecté, l'humeur également. Le rythme du sommeil est modifié. Le régime alimentaire change. On fait moins d'activité physique que normalement. Il y a beaucoup donc de dépression saisonnière. Oui, il y en a en effet. Oui, et quand le soleil monte de nouveau à l'horizon, on se sent mieux. Et donc, éventuellement, pendant l'été, vous allez avoir 2 mois de soleil complet. Oui, à ce moment-là, il n'y a plus de nuit. C'est le soleil de minuit. Anu m'explique qu'en plus de la dépression saisonnière, les Finlandais sont portés à manger davantage et plus sucré pendant la nuit polaire. Le corps a besoin d'hydrates de carbone. Les glucides ont le même effet sur la chimie du cerveau que la lumière du soleil. Quand il n'y a pas de soleil, le corps a besoin d'obtenir le même effet par d'autres moyens. En l'occurrence, par la nourriture. Mais ce n'est pas très bon de manger trop sucré. On ne se sent pas mieux et on prend du poids par-dessus le marché. Même s'il fait très froid et qu'il n'y a plus de soleil, il faut faire des marches. Ça fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité quand les hivers sont trop froids? On prend des saunas. Oui, tous les jours. Ça tient au chaud. Les saunas font partie de l'identité finnoise. On en compte près de 1,8 million dans le pays pour 2,6 millions de propriétés. Et ce nombre continue d'augmenter, car la plupart des nouveaux appartements ont un sauna électrique adjacent à la salle de bain. C'est tellement mignon! Avec le foyer. Oh mon Dieu, le foyer. Moi, je pense que je vais rester ici. On comprend pourquoi tous les Finlandais veulent un sauna. Dès qu'on s'installe en famille dans un appartement à soi, on se construit un sauna. Et dès que les gens ont un chalet d'été, il y en a beaucoup, ils ont forcément 2 saunas. D'où vient la culture du sauna? Le peuple finlandais connaît le sauna depuis qu'il s'est installé sur ce continent.
Quand les Finlandais se sont installés en forêt pour y habiter, la première chose qu'ils ont fait, c'est construire des saunas. Ensuite, ils se sont procurés à manger, se sont bâtis des maisons. Le sauna vous garde en santé. C'est propre, un sauna. C'est même là que les enfants naissent. Ça a été parfait pour accoucher au cours de l'histoire, un sauna, parce que c'est propre. Le sauna a toute une histoire. Il fait partie de nous. Est-ce que c'est les Finlandais qui ont inventé le sauna? Oui. C'est la même chose que pour le Père Noël. On a le Père Noël et on a le sauna. Personne ne peut nous enlever ça. On en est très fiers. Ça fait partie de notre identité. Est-ce que tu pourrais t'imaginer sans sauna? Non. J'ai besoin d'au moins 2 saunas. Et toi, Laetitia, est-ce que tu pourrais t'imaginer sans sauna? Non, vraiment pas non plus, là. À partir du moment où on connaît ça, on peut plus s'en passer. Surtout en hiver. Surtout en hiver. Après un sauna, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Je pense qu'aujourd'hui, on devrait faire du ski, d'accord? Avec la montagne, on est dans une zone de ski. Alors, avez-vous déjà fait du ski de randonnée? Oh, non, jamais. Toi? Non, jamais non plus. Ben, ça va être notre initiation, alors. Les Finlandais ont compris que même pendant l'hiver, il faut rester actif. C'est pourquoi ils font énormément de ski de fond. À la base, le ski de fond était utilisé comme moyen de transport pour aller à l'école ou pour se déplacer au travail. Bien qu'il y en a encore aujourd'hui qui l'utilisent de cette façon, la plupart des gens maintenant le font juste par plaisir ou comme loisir. Le ski de fond est le sport national de la Finlande et pratiquement tous les Finlandais savent en faire. Maria ne fait pas exception. Elle nous initie à cette activité qui, il y a à peine quelques décennies, était encore un moyen de transport important en hiver. Aujourd'hui, toutes les municipalités du pays entretiennent un réseau de pistes de ski de fond, dont bon nombre sont éclairées pendant la nuit polaire. Est-ce que tu peux nous montrer la base du ski de fond? Oui, alors, on pousse vers l'avant, comme ceci. Donc, pieds, mains opposées, puis on laisse le ski glisser, un peu comme un ado là, qui traînerait. Là. Oh, c'est long, c'est long. T'es senti prête à essayer? C'est parti. Puis si on tombe, ben, c'est juste de la neige, ça fera qu'on marche. C'est ça. En Finlande, est-ce que tous les gens sont nés sur des skis de fond? Oui, les gens commencent très jeunes. Tout le monde en fait dès l'école. Par contre, en vieillissant, on aime moins ça en général. On préfère les motoneiges, des choses comme ça. Quelle importance ça a, le ski de fond ici en Finlande? C'est notre sport national. D'habitude, les Finlandais sont très bons en compétition, mais cette année, au championnat du monde, les Norvégiens ont tout raflé. Alors, c'est un peu déprimant parce qu'ils sont tellement bons. Ils ont peut-être de meilleurs skis, ou leurs montagnes sont plus hautes, ou bien ils s'entraînent plus fort. C'est pas mal déprimant. Qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous? Il faut qu'on trouve. Maria, je crois qu'on a besoin de ton aide. L'histoire des Finlandais avec le ski de fond remonte à très loin. Ils faisaient leurs propres skis, des skis plus larges qu'aujourd'hui. Ils allaient en forêt en ski, ils allaient à la chasse. Ils vivaient dans des régions où il n'y avait pas de route. Là, ça va. Ça y est? J'ai vraiment aimé mon expérience parce que je suis vraiment pas une grande skieuse. Honnêtement, j'ai jamais vraiment appris à skier, que ce soit tout type de ski. Moi qui d'habitude, c'est pas mon truc.
Après le ski de fond, tu retournes au sauna? Oui, bien sûr. Le sauna m'attend. Il fait chaud là-bas. Tu peux revenir? J'aimerais vraiment ça, mais Laetitia m'emmène ailleurs. Où tu m'emmènes? On va aller faire de la luge. Merci pour tout, Maria. Merci à vous. Merci de votre visite. Kiitos. Les Finlandais ont vraiment pas froid aux yeux. C'est pas parce qu'il fait froid, qu'il y a de la neige ou que c'est la nuit qu'ils vont arrêter de faire du sport. La preuve, il y a même une piste de 1,5 km pour pouvoir faire du toboggan qui est illuminée même la nuit. On va aller prendre du plaisir sur la plus longue piste de Finlande. Elle fait environ 1500 mètres, donc c'est vraiment que du bonheur. On est à Saariselkä, donc toujours à 300 km au nord du cercle polaire. Et donc on est dans la station de ski la plus septentrionale d'Europe. Est-ce que tu viens souvent ici? Oui, c'est surtout en particulier à Noël. On aime bien venir ici avec les enfants. On a créé un petit peu cette tradition où on va venir faire de la luge parce que c'est Noël, donc on retourne à l'enfance. Et pour nous, c'est vraiment le fun de juste faire de la luge et retrouver, être comme des gamins là. Et terminer la journée en beauté. Et terminer la journée en beauté, exactement, c'est ça. Gagné à ça! Bravo, Laetitia! Bon matin! Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. Il fait beau soleil aujourd'hui. Oui, c'est une super belle journée là, c'est chouette. Où est-ce que tu m'emmènes aujourd'hui? On va aller voir une ferme de rennes gérée par les Sami, qui sont les peuples autochtones de la Laponie finlandaise. Ben, très bien, on y va? C'est parti! Nice to meet you. Très heureuse. Ici, on dit Pierva. Terva. Terva in Inari Sami language. What does that Dans mean? la langue Means d'ici. like hello. Hello. Ça veut dire bonjour. Où est-ce qu'on se trouve ici? We are Nous sommes à Inari. This is a really small C'est un très petit village, mais la région est très vaste. C'est la plus vaste communauté de Finlande. in Finland. We have On a des rennes ici à la maison, dans un enclos, et le reste est en liberté. Il y en a environ 30 autres qui viennent manger le matin, puis repartent. On en a aussi à peu près 400 dans un autre endroit. Est-ce que c'est commun de retrouver les rennes complètement en liberté? On les rentre dans l'enclos seulement quand ils ont besoin d'être mieux nourris. On peut aller les voir ensemble si vous voulez. Of course, yes. Ils sont magnifiques. Oui, vraiment très Leur beau. pelage est vraiment très, très beau, hein? Ils supportent facilement 50 degrés sous zéro. Les températures chaudes de l'été sont mauvaises pour les rennes. Remarquez aussi leurs sabots noirs. En ce moment, en hiver, ils sont très durs. Ils s'en servent pour creuser dans la neige et la glace. Mais en été, les sabots se ramollissent. Ils sont comme du champignon. Ce sont vraiment des bêtes de l'Arctique. Leur corps se modifie en fonction de la température. Combien il y a de rennes sur le territoire de la Laponie? Dans notre région, il doit y en avoir environ 100 000. Nous, on en a 5 200. Donc, il n'y a pas de rennes qui sont complètement sauvages? Non, tous les rennes sont la propriété de quelqu'un. Puis à quoi sert l'élevage des rennes ici? Est-ce que c'est davantage pour la viande ou pour la fourrure? Nous produisons de la viande. Quand on abat un renne, toutes les parties sont prélevées pour quelque chose. Avec les pattes des rennes, on fait des bottes en fourrure de renne. On vend les bois aux artisans. On fait des couteaux. Ah, c'est fait avec la corne.
On ne jette rien. On utilise tout. Les habitants de la région achètent les os pour leurs chiens. Tout sert à quelque chose. Anne a quelques rennes près de la maison dans un enclos, mais la majorité du troupeau se retrouve en forêt où ils vivent en complète liberté. Elle doit sortir à tous les jours pour les nourrir. J'ai toujours rêvé de voir des rennes depuis que je suis haute comme ça. Tu sais, je vois les rennes du Père Noël, là. C'est fou! Je vois qu'il y en a plusieurs dizaines. Est-ce que ce sont tous vos rennes? Nous sommes 2 familles différentes à nous occuper des rennes par ici. Pourquoi vous êtes plusieurs familles à avoir le même troupeau? On a une zone très vaste qui est clôturée. Ça fait bien trop de travail pour une seule famille. Alors, on fait tout ensemble. Le conjoint d'Anne est d'origine Sami, le peuple autochtone de Finlande. Environ 10 % d'entre eux font encore l'élevage de rennes. Pour ce peuple, les rennes font partie de leur culture. Toute l'année est rythmée par l'élevage du renne. S'il fallait que le renne disparaisse, je pense que c'est tout le peuple Sami qui disparaîtrait lui aussi. Sans les rennes, on n'aurait plus de vêtements, on n'aurait plus nos sacs traditionnels, les couteaux, les ceintures, tout ce qu'on fabrique à partir du renne. Avez-vous remarqué que les hivers ont changé beaucoup depuis des années? Moi, sur les 3 à 4 hivers, j'ai vraiment remarqué une différence aussi rapidement. La neige arrive de plus en plus tard. Elle peut partir de plus en plus tôt aussi. Ça dépend des années, mais c'est surtout qu'elle arrive de plus en plus tard. On a vraiment des grosses amplitudes de température et le printemps arrive de plus en plus tôt. On a chaud assez vite. On est vraiment les premiers acteurs à remarquer malheureusement ce changement climatique. Là, c'est vraiment flagrant. Si les changements climatiques sont trop importants, les rennes vont attraper de nouvelles maladies qui vont apparaître et ils vont mourir. Les rennes se sont adaptés au climat rigoureux de la Laponie. Mais l'Arctique est un des lieux sur Terre où les changements climatiques se font le plus sentir. Les redoux de plus en plus fréquents transforment la neige, plus abondante, en couches de glace polies par le vent. Il devient presque impossible pour les rennes de casser la glace pour accéder au lichen, leur seule nourriture en hiver. À notre retour de la forêt, on croise Anna, qui est d'origine Sami, qui est une amie d'Anne. Anna arrive sur le lac avec des skis de fond traditionnels Sami et porte également le costume traditionnel des Sami d'Inari. Et elle le porte à tous les jours parce qu'elle défend cette culture-là corps et âme. Mylène! Anna! Anna! C'est tellement beau! Wow! Oui, c'est le costume traditionnel. Comment vous vous connaissez? La famille d'Anna élève les rennes avec notre famille. C'est aussi Anna qui m'a appris à parler l'Inari Sami. Pourtant, tu as appris quand même la culture Sami. Pourquoi? Je veux pouvoir transmettre la culture et la langue des Samis à nos enfants. Je veux que nos enfants soient vraiment Samis. Le peuple Sami, c'est le peuple qui occupe le nord du continent européen, soit la Norvège, la Suède, la Finlande et une petite partie de la Russie également. On a donc un seul et unique peuple qui vit réparti sur le territoire de 4 pays. Nous sommes le peuple autochtone de cette région. Les Samis vivent ici depuis des temps immémoriaux. Est-ce que ce sont des skis traditionnels Sam? Oui, ce sont des skis traditionnels Samis. Ce sont les Samis qui ont inventé les skis. Ça, ce sont des bottes de ski. Le bout est recourbé exprès pour chausser les skis. Ah! Donc les Sam ont inventé le ski.
J'ai lu des vieux récits d'historiens de la Rome antique où l'on décrit des gens qui volent sur des morceaux de bois. Quand on descend une pente, on peut certainement donner l'impression de voler aux yeux de quelqu'un qui ne connaît pas la neige ni les skis. Est-ce que le peuple Sam a toujours eu une belle relation avec l'hiver, avec la neige? Oui. Les hivers ont toujours été longs. 8 mois, 9 mois de l'année. C'est peut-être une relation obligée, mais c'est une bonne relation tout à fait. Le respect qu'on a pour l'hiver vient du fait que si on ne le respecte pas, l'hiver peut nous tuer. Si on va dehors sans être habillé comme il faut, si on ne se prépare pas pour l'hiver, si on ne le comprend pas. Avec tout ça, toutes ces contraintes, nous vient aussi notre amour intime de l'hiver. Tout ça fait partie du grand cycle. Parle-nous un peu de ton habillement, parce que c'est très coloré, mais ça semble très chaud en même temps. Ça, ce sont des bottes de pattes de renne. Le reste est fait en laine, de la laine de mouton. C'est très chaud. Même à moins 50? À ce moment-là, on a besoin de plus de fourrure. Les couleurs, je ne saurais pas expliquer d'où viennent ces couleurs. Il y en a qui disent que ce bleu représente les nuits d'hiver. Et ces petites bandes ici, ce serait l'été, le soleil qui revient. Et là, ce serait l'automne, quand les feuilles tombent. Mais vraiment, on peut aisément imaginer que c'est ça qu'elle représente. Mais ce n'est pas basé sur des connaissances historiques fermes. On ne comprend pas bien comment ces couleurs sont devenues les couleurs de prédilection du peuple Sami. Environ 100 000 Samis vivent en Laponie, mais seulement 300 personnes parlent encore la langue. Leur mode de vie a toujours été relié à l'environnement et aux rennes. C'est grâce à eux que les Samis ont pu survivre aux hivers rigoureux. Pendant des années, les rennes ont fourni nourriture, vêtements et aussi un moyen de transport pour ce peuple semi-nomade. J'ai toujours vécu des produits de la nature, que ce soit de la pêche, de la cueillette ou de la chasse. C'est plus tard que j'ai commencé à élever les rennes. Les oiseaux annoncent l'arrivée du printemps et de l'été. Comment se fait-il? Pour une raison que j'ignore, on n'entend plus le chant des oiseaux. Est-ce que ça veut dire que l'été ne viendra pas? Ça fait partie des changements climatiques. À quel moment est-ce qu'on va dépasser ce que ce monde est capable de supporter comme changement? Wow. On sent l'amour que tu as pour la nature, c'est beau, c'est magnifique. Quand on jumelle deux emblèmes de la Finlande, c'est-à-dire le ski de fond et les rennes, ça donne le ski-joring. Je m'en viens rencontrer Yule, qui fait lui-même du ski-joring avec ses rennes. Bonjour, heureux de vous rencontrer. On est un peu nerveuse, je pense. Est-ce que ça va vite? Il faut être prudent. Si on sait bien les diriger, ils peuvent aller vraiment vite, de 60 à 70 km à l'heure. OK. Oui, mais on verra bien. Le ski-joring a commencé il y a à peu près 100 ans, quand les gens ont voulu calculer qui avait les rennes les plus rapides. Qu'est-ce qui est arrivé sur sa tête? À ce moment de l'année, les bois tombent et les nouveaux bois commencent à sortir. Là, il faut tenir cette corde très fort et l'autre corde, on lui laisse du jeu et on s'en sert pour accélérer comme ceci. Aussi, il faut s'accroupir comme ceci
Oh, OK. Et là, vous faites ça comme ça, OK? OK. OK, OK. C'est rapide comme cours quand même, hein, Laetitia? Ça a l'air. J'étais un jeune homme quand j'ai participé à ma première course avec des rennes. J'étais encore un garçon. J'avais 11 ans. Par contre, aujourd'hui, je suis trop gros. Alors, je ne peux plus faire de compétition. Est-ce qu'on peut avoir une démonstration d'abord? D'accord, alors, on y va. Ah là, ça va vite, là. Are you okay? Ah! L'hiver a beaucoup d'importance pour moi parce que j'ai passé toute ma vie dans ces régions. Et les rennes sont des animaux importants. Pour moi, ce sont des animaux d'hiver. Alors, si on n'avait plus d'hiver, plus de température polaire, les rennes ne pourraient plus vivre ici. So this, like this, and this really tight. Il faut faire ce bruit avec la bouche, très fort. Like this. Oui. Merci. Prête? Ready? Champion! Oh, wow! Hey, j'ai pogné quelque chose. La pleine lune, le coucher de soleil incroyable, le ski de fond et les rennes. Je suis vraiment en Finlande. La Laponie est une région d'extrême. Au-delà du cercle polaire, ces humains ont appris non pas à survivre, mais à aimer vivre au cœur de cette nature sauvage, même pendant la nuit polaire, lorsque le soleil ne se lève pas du tout. Mais ces habitants sont aussi inquiets des transformations qui affectent leur hiver, qui est de plus en plus rigoureux, mais de moins en moins long. Ici, on vit en respect avec cet environnement majestueux, puissant et magnifique.